Au sommaire de ce journal, la Commission douane, intégration régionale et coopération de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a tenu une session pour présenter le nouveau code des douanes en Côte d'Ivoire. Égalité du genre et autonomisation de la femme. Une rencontre d'échange mobilise les acteurs à Abidjan. Enseignement supérieur, l'étudiante Lydia Boga, vainqueur du concours Ma thèse en 180 secondes. Nous parlerons également de lutte contre les violences faites aux enfants à travers la caravane Orange Sucré qui a été lancée. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa avec en première page l'assurance. Depuis le mercredi 26 juin 2024 à l'hôtel Kaloum, c'est en Guinée, les courtiers d'assurance africains sont en assemblée générale. Une 15e du genre avec en prime des panels enrichissants. Un sous-thème a particulièrement retenu l'attention des acteurs. Il s'agit du panel sur la promotion de la profession du courtier d'assurance. Suivons le compte-rendu de notre équipe à Conakry. Pour devenir courtier en assurance, il faut avoir un goût pour le domaine des assurances et un excellent sens du relationnel. Le courtier est un intermédiaire entre ses clients et les entreprises d'assurance dans le cadre de diverses opérations telles que la souscription de contrats d'assurance. Cette profession, encore méconnue du citoyen lambda, peut être exercée sous le statut de salarié ou de travailleur non salarié. Comment faire en sorte que ce métier prenne toute sa place dans le quotidien des Africains et retrouve sa noblesse à travers sa professionnalisation? Le panel sur la promotion de la profession du courtier d'assurance en a justement parlé. Modéré par Traoré Mamadou Oumar, ce panel a permis d'aborder les différentes stratégies que doivent adopter les courtiers mais aussi leurs fêtières pour donner plus de visibilité à leur corporation et à leurs actions. On peut dire sans se tromper que ce panel est un point culminant de la thématique principale de la 15e Assemblée générale de la Fédération interafricaine des assureurs conseils. Le courtier d'assurance d'aujourd'hui doit être un courtier innovateur et en même temps s'appuyer sur la technologie pour pouvoir atteindre le maximum de cibles, pour pouvoir contribuer dans l'écosystème financier. Le métier donc d'assureur conseil est méconnu sur le marché international et je pense que c'est notre devoir, notre responsabilité donc de faire connaître ce métier. Et nous l'avons dit et nous avons quelques axes stratégiques sur lesquels nous voulons nous orienter. À commencer par donc, la formation donc, des courtiers pour que les assureurs conseils, donc entre parenthèses courtiers, comprennent donc leur importance sur le marché. Et cette importance commence déjà par la professionnalisation, la connaissance du métier, mais surtout donc, le conseil que les assureurs conseils apportent aux clients, mais la valeur ajoutée. Parce qu'il ne faut pas que le marché se dit que le rôle donc, du courtier, c'est juste prendre l'assurance pour le client ou bien envoyer le client auprès de la compagnie et s'arrêter là. Non. Les propositions pour assurer la promotion du métier de courtage ont été aussi formulées par les participants. Ces propositions seront consignées et publiées dans les résolutions à la fin de l'Assemblée générale. Restons toujours en Guinée, en marge des assises de la FIAC. Le directeur général de la CIMA entendait conférence interafricaine des marchés d'assurance et une forte délégation de la FIAC et son président Alain-Michel Massoussou était à la BCRG, entendait Banque centrale de la République de Guinée. Ils ont été reçus par Mohamed Lamine Conté, le premier vice-gouverneur de l'institution bancaire et financière centrale de la Guinée, et au cœur des échanges, le renforcement des relations entre la BCRG et la CIMA. C'est une visite de courtoisie et d'échange avec Mohamed Lamine Conté, premier vice-gouverneur de la BCRG, Banque centrale de la République de Guinée. En face, Blaise Abel Ezo-Angolo, secrétaire général de la CIMA, et une forte délégation de la FIAC, présidée par Alain-Michel Massoussou. Ils sont allés présenter leur civilité à l'autorité bancaire et financière, mais aussi profiter de l'occasion
pour adresser leur gratitude aux autorités guinéennes pour avoir accepté d'abriter la 15e Assemblée générale de la FIAC. Le point marquant de cette rencontre, la consolidation des acquis, des relations entre les deux institutions, mais surtout des perspectives sur de nouveaux cadres de collaboration. Le patron de la CIMA a résumé aussi les raisons pour lesquelles il a tenu à participer lui-même en personne à la 15e Assemblée générale de la FIAC. On ne peut pas négliger celui qui produit 50% du chiffre d'affaires du marché. Il faut l'écouter. C'est non seulement ils produisent ce montant-là, mais en plus c'est eux qui sont en contact direct avec les clients. Et nous voulons faire appliquer la réglementation. Ça doit passer par eux pour arriver vers les clients. C'est pour ça que nous avons pensé qu'il était bon de venir ici. Et j'ai passé les 4 jours là en infusion avec eux moi-même pour être sûr que j'ai bien perçu tous les contours de leurs préoccupations. Le premier vice-gouverneur de la BCRG s'est dit honoré et n'a pas manqué sa disponibilité à poursuivre les relations institutionnelles bénéfiques pour et le secteur privé et le secteur public des pays de la sous-région. Au terme de nos différentes conventions de coopération, ce que vous faites dans les pays membres de la CIMA, et un superviseur de la commission bancaire peut venir visiter une filiale d'un groupe qui est sous leur supervision. Et nous pouvons également le faire au terme de nos conventions de coopération signées entre nos deux autorités. Il ne peut pas être autrement entre autorités de régulation. Donc ce sont ces genres de coopération et de collaboration qu'on voudrait avoir plus serrés avec les sociétés, les compagnies d'assurance. Il faut souligner que Blaise Abel Angolo, secrétaire général de la CIMA, conférence interafricaine des marchés d'assurance, était accompagné pour cette visite de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le président de la FIAC, Alain Michel Massoussou. De retour en Côte d'Ivoire, parlons de Code des douanes. La commission douane, intégration régionale et coopération de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a organisé récemment une session de présentation du nouveau Code des douanes de Côte d'Ivoire. L'objectif de cette session était de présenter aux participants, chefs d'entreprise et membres de la CGECI les aménagements apportés dans le nouveau code en novembre 2022 et publié dans le journal officiel de Côte d'Ivoire en juillet 2023. Le reportage est signé Pierre Tebeu et Nicolas Angwa. La moindre innovation, réforme ou nouveauté dans un secteur aussi important que celui de la douane mérite que les experts en fassent une pédagogie pour la bonne compréhension. C'est l'exercice qui a préoccupé les membres de la commission douane de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, qui a organisé cette session le mercredi 26 juin sur le nouveau code des douanes tel que publié au journal officiel de Côte d'Ivoire en juillet 2023. Les experts ont présenté le nouveau code des douanes avec ses différentes réformes aux chefs d'entreprise, membres de la Confédération. Pour les membres de la commission, il était temps que tout le contenu de ce nouveau code soit vulgarisé. Alors, au cours de cette session, nous avons particulièrement mis l'accent, en tout cas, le formateur a particulièrement mis l'accent sur le contentieux douanier, donc présenter les nouvelles dispositions en matière de contentieux douanier vis-à-vis des opérateurs et économiques. Et également, il y a eu pas mal de discussions qui ont tourné autour de la question de la valeur en douane, des redressements qui sont faits au niveau de la valeur transactionnelle. Ce code renforce les droits de l'administration, les pouvoirs de l'administration, mais il accorde également beaucoup d'avantages, beaucoup de prérogatives aux acteurs, aux usagers du service et aux entreprises. Le contentieux douanier, dans le cadre du renforcement des entreprises membres de la CGCI, les nouvelles dispositions présentes dans le nouveau code ont été expliquées aux participants. Rappelons que le nouveau code des douanes a été adopté en novembre 2022 puis publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire en juillet 2023.
Intéressons-nous à l'égalité du genre et à l'investissement dans le futur de la femme. En Côte d'Ivoire, malgré les efforts réalisés dans l'égalité des genres, des défis persistent encore. Afin de renforcer les efforts, une rencontre d'échange a été initiée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant avec l'organisation Save the Children. Eunice Bogou et Valentine Kra. Le centre socio-éducatif de la commune de Cocody accueille la rencontre d'échange sur l'égalité du genre et l'investissement dans le futur de la femme et de la fille en Côte d'Ivoire. Cette rencontre est organisée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle part d'un constat. Malgré les progrès réalisés, des défis persistent, notamment en matière d'accès à l'éducation, à l'emploi, à la santé, à la participation politique des femmes. S'agissant de l'organisation de cette assise qui se présente comme une opportunité pour mobiliser l'ensemble des partenaires, les acteurs de premier rang à s'inscrire résolument dans des initiatives innovantes en faveur de l'égalité homme-femme, de l'autonomisation des femmes et des filles qui favorisent le développement inclusif de notre nation. Cette rencontre d'échange a donc été l'occasion de créer un espace de discussion entre les réseaux féminins et les institutions professionnelles. Cela leur a permis d'identifier des pistes pour relever des défis spécifiques qui entravent l'autonomisation des femmes et des filles. À travers des initiatives telles que la formation professionnelle pour les jeunes filles déscolarisées, nous avons vu des communautés entières se transformer. Des femmes ont acquis des compétences grâce à des programmes soutenus par des partenaires comme nous et d'autres partenaires. Elles ont lancé des entreprises florissantes qui non seulement soutiennent leur famille, mais renforcent également le tissu économique local. Alors, en comptant tous ces innombrables actions qui ont permis de générer ces résultats, nous vous invitons à réfléchir ensemble sur les recommandations essentielles pour intensifier nos actions communes. Pour rappel, cette rencontre d'échange sur l'égalité du genre et l'investissement dans le futur de la femme et de la fille était placée sous la direction de l'équité et du genre en partenariat avec l'organisation Save the Children. Ils étaient 13 au départ et ils avaient en tout et pour tout 180 secondes pour présenter leur thèse. Un exercice à l'issue duquel est sortie vainqueur l'étudiante Lydia Boga-Noël qui repart avec un chèque de 750 000 francs CFA. Ceci est la conséquence de la finale du concours Ma thèse en 180 secondes, une initiative de l'Agence universitaire de la francophonie. Issa Badini et c'est ici. Sous les youyou et la clameur de la salle. Elle se nomme Lydia Boga-Noël, étudiante à l'école doctorale Sciences, Technologies et Agriculture durable à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est elle qui enlève dans cette salle surchauffée le premier prix de ma thèse en 180 secondes. C'est un sentiment de joie de savoir que le fruit de notre travail est récompensé. Pour y arriver, l'étudiante a dû vaillamment défendre sa thèse devant un jury attentif et des milliers d'autres étudiants. La thématique actuelle sur laquelle je travaille, c'est la thématique du réchauffement climatique. Et au nord de la Côte d'Ivoire, pendant la saison sèche, c'est difficile de mener les activités agricoles. Donc je travaille sur la recherche de l'eau pour combler le manque d'eau durant la longue période sèche, afin que les marchés, la tomate ne soit plus chère sur les marchés. Aujourd'hui, nous avions de très bons candidats depuis les 7 éditions. C'est la première édition où vraiment on avait beaucoup de difficultés à noter nos candidats parce qu'ils étaient tous bons. 13 candidats de 6 universités ont participé à ce concours à l'initiative de l'Agence universitaire de la francophonie. En 5 à 6 universités, je trouve que c'est peu pour la Côte d'Ivoire qui a plus de 2000 doctorants. Et nous n'avons que 13 qui participent à ce concours. Mais il faut savoir que le concours a eu lieu dans chaque institution qui nous a amené ces 3 meilleurs. En plus de la vainqueur qui empoche 750 000 francs CFA, le deuxième et le troisième repartent respectivement avec 400 000 et 300 000 francs CFA. Avec cette victoire, Lydia Boga-Noël s'offre une chance de participation
au concours international Ma thèse en 180 secondes édition 2024 qui se tiendra à Abidjan en novembre prochain. Orange Sucré est une série de 6 épisodes qui servira de support à la caravane mobile de prévention contre les violences faites aux enfants. Une caravane qui va sillonner les régions de la Nawa, du Tongpi et du Poro. La caravane Orange Sucré a été lancée récemment à la place Figayo dans la commune de Yopougon par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et son partenaire technique et financier, l'UNICEF. Philippe Zabo et Doumbia Ayouba y étaient. Voici leur compte rendu. Les violences affectent sérieusement notre développement et ne nous permettent pas de vivre heureux. C'est par un appel des enfants aux parents que la caravane Orange Sucré a été lancée. Et cet appel est sans équivoque. Non à la violence sous toutes ses formes contre les enfants. Déjà, je lance un appel à tous parents, à tout homme et femme qui sont présents sur le territoire ivoirien. Toujours non à la violence, non à la violence, non à la violence. Ça sera toujours non à la violence. Un appel bien accueilli par le ministère de tutelle des enfants. Pour lui, il n'y a qu'une seule voie pour chasser ce fléau. La sensibilisation qui passe aussi par des films comme Orange Sucré. Et malgré les efforts du gouvernement, appuyés par ses partenaires, nous constatons que ces violences encore demeurent dans certaines contrées et dans certains foyers. Et nul n'est censé ignorer que la violence s'installe dans les esprits. Et pour l'éradiquer, il faut aller au contact de ces populations à travers la sensibilisation. La sensibilisation et encore la sensibilisation. Quant au partenaire technique et financier du ministère de la Famille, il a emboîté le pas à ses prédécesseurs, car le phénomène est grave. C'est extrêmement important de réduire ce phénomène afin que tous les enfants puissent bénéficier, réaliser leurs droits, leur plein potentiel, tel que c'est inscrit dans la Convention relative aux droits des enfants. La caravane Orange Sucré, lancée le 26 juin 2024, sillonnera les régions de la Nawa, du Poro et du Tongpi jusqu'au 16 juillet. Une autre lutte, cette fois contre le tabagisme. Et oui, la lutte continue, mais les stratégies changent. Selon le programme national de lutte contre le tabagisme, mener à bien ce combat est une affaire de toutes les entités. C'est à juste titre qu'une délégation du PNLTA s'est rendue dans les murs de la RTCI pour solliciter un appui technique à l'effet de porter le message de la sensibilisation. Le point de la rencontre avec Anja Sémien et Ezekiel Siri. Stop aux scènes tabagiques sur les écrans et les réseaux sociaux. C'est le message de sensibilisation porté par le Programme national de lutte contre le tabagisme auprès des structures de communication au siège de la RTCI. Dans sa mission de réduire la morbidité et la mortalité liées au tabagisme, le PNLTA s'appuie sur les moyens dont dispose l'autorité de régulation pour faire barrage à la vulgarisation de ce fléau à travers les médias. La santé est une affaire de tous. Il faut une action multisectorielle pour que nous puissions rendre service à la population. Et le tabagisme, qui est un fléau, une épidémie mondiale, touche la population en général. Et il faut une implication de toutes les entités pour pouvoir contrôler cette épidémie. Nous avons constaté depuis un moment une floraison des scènes tabagiques sur les réseaux sociaux et dans nos télévisions. Voilà la raison qui nous a amenés aujourd'hui au sein de l'autorité de régulation des télécommunications pour leur demander de nous accompagner sur le projet, pour leur demander leur appui, parce que nous savons qu'ils ont des mécanismes qui peuvent permettre qu'on n'ait plus ce genre d'image. Chaque année, selon l'OMS, jusqu'à 8 millions de décès sont attribués au tabagisme actif, dont environ 9000 décès en Côte d'Ivoire. Ces chiffres alarmants soulignent l'urgence de la lutte contre le tabagisme et l'autorité de régulation des télécommunications s'est engagée à soutenir cette initiative. Nous avons ce droit-là de pouvoir accompagner, appuyer selon nos compétences respectives, donner un écho vraiment à ces activités. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'ARTCI avec à la tête Madame le directeur général, s'est pleinement engagé. Après la RTCI, le cap sera mis sur l'ANP, la AK
et les autres chaînes de télévision qui émettent sur le territoire national. La Jackson Family Foundation est en visite en Côte d'Ivoire, une visite qui prépare l'arrivée des frères Jackson en vue d'initier un certain nombre d'événements, concerts et dîners-galas dont les fonds serviront à développer la localité de Krenjabo, d'où la célèbre star mondiale de la pop Michael Jackson tirait ses sources. Walter Kofi. 15 ans après sa mort, Michael Jackson est de retour en Côte d'Ivoire, ou presque. C'est un sosie de la superstar américaine, accompagné par la fondation Jackson Family. Des membres de la famille de la légendaire star de la pop sont attendus à Abidjan d'ici la fin de l'année 2024, a annoncé Marcel Kwamenan Kwadjo, président de la fondation Jackson Family. Les frères de l'artiste se rendront en Côte d'Ivoire pour inaugurer un monument dédié à Michael Jackson, dont la pose de la première pierre de l'édifice a eu lieu le mardi 25 juin 2024 à Krenjabo, dans le département d'Aboisseau. Le président a annoncé diverses activités artistiques et culturelles qui seront organisées dont un dîner-gala de bienfaisance et un vernissage, des événements qui visent à collecter des fonds pour la construction d'œuvres à caractère social destinées à améliorer le bien-être des habitants de Krenjabo. Donc justement, nous avons aussi un dîner-gala qui est prévu en fin d'année avec l'arrivée pour l'inauguration et la participation des frères Jackson, de la famille Jackson. Et à cette occasion de cette fin d'année qui va consister à lever des fonds, poser des actions concrètes afin de mobiliser des moyens pour pouvoir accompagner ces actions pour la famille et les familles et les populations de Krenjabo et toute la Côte d'Ivoire. L'histoire d'amour entre la pop star et la Côte d'Ivoire remonte à 1992. Alors au sommet de sa carrière, le chanteur décide de découvrir ses origines africaines et réalise un test ADN qui lui apprend qu'il vient du royaume du Saint-Louis, un lieu de vente et de déportation d'esclaves durant la traite négrière. Rendons-nous à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Les membres du club Alumni IECD se sont retrouvés à leur rencontre annuelle dénommée Top Leader. Cette activité est à sa 9e édition et permet à cette organisation d'entrepreneurs de divers domaines de renforcer leurs capacités, de resserrer leurs liens, mais aussi de se ressourcer pour mieux accroître leurs affaires. Cette année, l'implication efficace des outils numériques dans la gestion de leur entreprise a été le centre d'intérêt de leur rencontre, suivant le reportage de notre correspondant régional Emmanuel Bonzo. Pour cette 9e édition de Top Leader, l'accent a été mis sur l'usage en milieu professionnel du digital, d'où le thème « Les techniques managériales et outils numériques de croissance de l'entreprise ». À cette occasion, les membres du club Alumni ont été formés sur l'utilisation efficace de certaines plateformes pour digitaliser le fonctionnement de leurs activités. Étant entrepreneur, ça serait difficile pour eux de s'éloigner au fait du digital. On va leur apporter quand même des outils qui pourront leur permettre d'être assez productifs dans leur domaine. Le numérique dans nos affaires, je pense que c'est bienvenu. Je viens de découvrir un autre système, un autre moyen de fonctionnement que je vais adapter à mes affaires. Et je pense que ça va encore me donner d'autres résultats recherchés. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est vraiment bien. Je pense que ça va nous permettre d'améliorer pas mal de choses dans nos activités, nos entreprises. Le club Alumni IECD est une association d'entrepreneurs de divers domaines avec pour objectif de renforcer leurs capacités à travers des formations avec des partenaires comme l'Institut européen de coopération et de développement. Aujourd'hui, les entrepreneurs voient leurs capacités se renforcer sur le numérique et l'accompagnement va se poursuivre. Nous ne devons pas rester en marge de cette mondialisation qui prend tout sur les réseaux sociaux. Ça va être le bienvenu pour tout entrepreneur que nous sommes. À l'occasion du Top Leader 9, le club Alumni s'est montré généreux en faveur des pensionnaires du centre psychiatrique Saint-Camille de Bouaké. L'association leur a offert des vivres et non-vivres ainsi qu'une enveloppe de 500 000 francs CFA pour contribuer à une bonne prise en charge des patients.
Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, où il s'est tenu un atelier de sensibilisation et de formation des acteurs du secteur informel. Objectif, informer ces acteurs sur les risques du blanchiment de capitaux et les inciter à adhérer à la plateforme du statut de l'apprenant. Pierre Tebe nous commente le reportage de Charles Kwakou. C'est une session organisée à l'attention des entités, les fêtières et organisations appartenant au ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Le ministère, à travers la Direction générale de la promotion des PME et de l'artisanat, a voulu sensibiliser les petites entreprises, les acteurs informels, des artisans sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le ministère a initié et développé un certain nombre d'initiatives qui visent à accorder et à sensibiliser l'ensemble des opérateurs sur les questions de formalisation, de structuration de l'entreprise, de gestion pour éviter de tomber dans les travers de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. C'est de lutter contre le blanchiment d'argent, surtout qui est en vogue dans le secteur informel, qui est un secteur qui brasse assez d'argent mais sans justice, sans traçabilité. Et aussi c'est d'amener toutes ces entreprises, ces PME-là, à s'enregistrer sur la plateforme d'identification des PME et ceux du secteur informel sur la plateforme du statut de l'entrepreneur, qui sont des documents très importants qui donnent plus d'avantages à ces différents acteurs du secteur informel comme du secteur formel. Nous avons demandé aux différents acteurs du secteur informel de surtout se faire identifier au statut de l'entrepreneur, puis au statut des PME, pour qu'on puisse avoir une traçabilité de la masse énorme d'argent qui circule dans le secteur informel. Mais si tu n'es pas identifié, tu es dans le noir. Donc la carte, que ce soit la carte de commerce, que ce soit la carte de métier, n'importe quel geste que tu fais, vraiment ça va t'aider. Venez faire, venez vous recenser maximum pour avoir votre carte de commerce, votre carte de métier. Parlons agriculture dans ce journal. Le projet Do Nuts, financé par Fairtrade et ses partenaires, œuvre depuis plusieurs années à l'autonomisation des femmes en milieu rural et prône l'agriculture respectueuse de l'environnement pour atteindre ses objectifs. Le projet Living Income Accelerator a été mis en œuvre dans plusieurs zones de production en Côte d'Ivoire, notamment à Divo. Récemment, à Hermankono-Diez, dans le Lodjibois, après la clôture de la deuxième phase de ce projet, il ressort que ce projet implémenté dans la coopérative Koobadi avec l'aide du partenaire technique Cocambio a réussi. Jonas Zagoki et Philippe Zabo. Ils étaient tous là pour la cérémonie de clôture de la phase 2 du projet Living Income Accelerator à Hermankono-Diez, précisément au siège de la Koobadi. Chefs coutumiers, guides religieux, associations des jeunes, des femmes, partenaires techniques et financiers pour une cérémonie qui s'est déroulée en 2 étapes. La première, ouverte par des allocutions, suivie de présentations des résultats du projet et refermée par des remises d'attestation aux participants du projet Living Income Accelerator. La seconde étape a été la visite des sites d'implémentation du projet. À la fin de la visite, aussi bien les partenaires techniques et financiers que les bénéficiaires du projet étaient tous satisfaits. Dans le cadre de nos activités faites, nous accompagnons les coopératives et aussi les membres des coopératives à atteindre le revenu minimum vital. Dans ce contexte-là que le projet LIA, Living Income Accelerator, a été mis en œuvre au niveau de la coopérative Koobadi. Nous sommes l'organe d'implémentation. Vraiment, sur le terrain, c'est nous qui implémentons le projet. Dans ce projet, nous avons travaillé principalement sur 2 axes. Le premier axe, c'était vraiment le renforcement des capacités managériales techniques des femmes. Pour permettre à ces femmes-là d'avoir les outils, les rudiments pour une bonne gestion, une bonne gouvernance des activités. Le deuxième axe, c'est le renforcement des capacités matérielles. Grâce à ce projet, nous avons pu économiser chacune de son côté, réaliser une activité génératrice de revenus. Moi, les revenus de ce tatéké-là a pu me permettre de faire une plantation de graines et même faire l'élevage de porcs. J'ai même ouvert mon compte à Advance à Divo. Vraiment, je tiens à dire merci à Fairtrade, merci à tous les partenaires. Notons que le programme Do Nuts initie et conduit de nombreux projets en Afrique et en Amérique latine, dont Living Income Accelerator. Il est financé par le ministère finlandais des Affaires étrangères, par Fairtrade
et le chocolatier Ben & Jerry's. Récemment, il s'est tenu une rencontre avec la Banque mondiale et les populations de Boundiali pour discuter et décider des actions de développement à exécuter. Ce projet d'investissement prioritaire PIP va prendre en compte les infrastructures de base. Le coût global du projet est de 17 milliards de francs CFA. L'objectif est de réduire la disparition en termes de développement humain entre la ville d'Abidjan et celle de l'intérieur du pays. Le récit de Daouda Ouattara. La commune de Boundiali va bénéficier d'un projet de la Banque mondiale dénommé Projet de développement durable inclusif des villes secondaires. C'est le sens de cette rencontre entre les populations, la mairie et la Banque mondiale afin de décider ensemble les actions de développement à exécuter dans la commune. Brunel Karim Fofana, représentant le professeur Mariatou Kone, ministre en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, député maire de Boundiali, a fait un exposé détaillé du projet d'investissement prioritaire de la commune de Boundiali. C'est pas tout qu'on va jeter là-bas et on ne va pas casser et mettre le feu dessus pour polluer tout l'environnement. Et ça aussi, ça nous fait un projet de 500 millions. On a le projet d'acquisition des équipements de collecte des déchets solides. Comme je l'ai dit, certains ont dit pourquoi on n'indique pas des endroits aux populations pour aller déposer. Avant, certains ont mis des barils coupés, ont mis des grands fûts. Même on nous a offert des poubelles de grandes poubelles de 200 litres, de 300 litres. Parce que quand on regarde le plan qu'il a envoyé, c'est les limites aujourd'hui du plan directeur d'urbanisme. Et la limite du plan directeur d'urbanisme, ce n'est pas matérialisé. C'est-à-dire que c'est là où on doit pouvoir autoriser le lotissement jusqu'à atteindre les zones non, on peut dire, hors du plan directeur d'urbanisme. La santé, l'éducation, la voirie, l'eau potable, les marchés de bétail, les gares routières, la gestion des déchets, l'assainissement et bien d'autres constituent ce projet d'investissement prioritaire et offrira également 10 km de Putum à la commune de Boundiali. Centre de santé, école primaire, ne citez que cela pour un coût global de 17 milliards. Après la commune de Boundiali, 6 autres communes bénéficieront de ces projets de la Banque mondiale. En image pour terminer ce journal, la Banque ouest-africaine de développement BOAD a approuvé un nouveau financement de 30 milliards de francs CFA pour soutenir la deuxième phase du projet de transformation agroalimentaire du Togo. Une action conçue pour favoriser une croissance agricole inclusive, stimuler la création d'emplois et encourager l'investissement privé dans les secteurs agro-industriels stratégiques. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business Zone 4 Africa à la télé utile.